Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Mais il faut bien plus que des consultations pour venir à bout de ces Bakatakatanga. Ce qu'il faut, c'est que l'État rétablisse son autorité de manière extrêmement ferme. On a souvent prêté l'intention à Joseph Kabila qu'il nommerait les prochains gouverneurs de province. À l'heure actuelle, ils sont élus au sein des assemblées provinciales, mais il y a eu effectivement une piste qui accréditerait l'idée qu'il y aurait une volonté de reprise en main à ce niveau-là. Nous verrons ce qu'il en sera au moment où les élections provinciales seront entre 2008 et 2013. C'est énorme. 3 milliards de dollars. Ça représente à peu de choses près la moitié du budget de l'État, qui, il faut le rappeler, de 8 milliards 700 millions de dollars. C'est incompréhensible. Alors quand je vois le Premier ministre se vanter que le Congo peut se passer du FMI, je me dis qu'il y a un problème. Comment peut-on se passer d'une instance qui s'efforce, selon moi, et ça n'engage que moi, d'aider le pays à rectifier le tir en matière de bonne gouvernance et se satisfaire que comme ça, en 5 ans, 3 milliards disparaissent, que 98% de l'or exporté n'est pas déclaré. Je crois qu'il faut quand même à ce niveau-là se poser de sérieuses questions, mais il est clair qu'un chiffre comme celui-là fait froid dans le dos. Chers spectateurs, bienvenue dans votre émission d'Enjeu. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point qui s'articulera sur que peut-on attendre des pourparlers entre le ministre de l'Intérieur congolais et les chefs locaux du Katanga. En deuxième partie, nous allons parler des ONG Oxfam qui craignent que les opérations actuelles militaires en cours au Kivu ne puissent entraver l'espoir de paix au Congo. Que peut-on penser de leur réaction? Et en troisième point, nous allons parler des exactions commises par le FDLR-FOCA. Que fait la MONUSCO et les FARDC pour stopper ces exactions-là? En quatrième point, nous allons parler des élections de 2016. Pourquoi M. Kabila n'annonce pas publiquement qu'il ne va pas se représenter pour les élections? Et peut-on faire confiance aux paroles de M. Obaminaku qui a confirmé et qui a tenu à rassurer l'opinion publique comme quoi, et internationale, comme quoi M. Kabila ne se représentera pas en 2016 et qu'il respectera la Constitution? Peut-on s'y fier ou bien une nouvelle manœuvre pour nous endormir en attendant qu'ils sont en train d'élaborer dans leur laboratoire des nouveaux scénarios pour essayer de perdurer au pouvoir? Et pour terminer, le cinquième point, celui-là du futur voyage de M. Elio Di Rupo, Premier ministre belge, qui a annoncé qu'il comptait se rendre avec le ministre des Affaires étrangères à Kinshasa. À quoi est dû ce réchauffement des relations entre Kinshasa et Bruxelles? Nous allons essayer de décortiquer ces points-là. Et sans plus tarder, nous commençons tout de suite. Papa Henri, bonjour. Bonjour Jano. Voilà, nous allons commencer par le premier point. Donc, que peut-on attendre des consultations du ministre de l'Intérieur avec les acteurs locaux pour lutter contre les Bakata Katanga? Et en même temps, il y a une grosse déstabilisation au Katanga. À qui cela profite? Et nous voyons que c'est un acharnement exprès. Donc je vous donne la parole. Alors ça confirme évidemment ce que j'ai répondu, en tout cas ce que j'ai rappelé à plusieurs reprises ici, à savoir que ce qui se passe à l'heure actuelle au Katanga est la conséquence d'une lutte d'influence et de positionnement au sein du clan katangais. Mais à côté de ça, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. C'est le sens de la présence du ministre de l'Intérieur qui multiplie les consultations pour essayer de trouver une situation, en tout cas une solution à ce problème. Alors ne nous faisons pas d'illusions, hein. On sait qu'il y a plus de 70 villages qui ont été brûlés en 6 mois. On sait que face à cette situation, le gouvernorat... 15 ce mois-ci. 15 pour le mois de janvier 2014. Le gouvernorat est plutôt désarmé par rapport à cette situation. Les FRDC font ce qu'ils peuvent. Vous savez que ce genre de milice jouit d'une très forte mobilité. Et donc, consulter les chefs coutumiers, les administrateurs de territoire pour essayer
de voir comment éradiquer la menace, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, mais il faut bien plus que des consultations pour venir à bout de ces bakata-katanga. Ce qu'il faut, c'est que l'État rétablisse son autorité de manière extrêmement ferme, et cela signifie que les FRDC devraient être mobilisés aussi bien qu'ils ne l'ont été dans la partie orientale de notre pays, au Nord Kivu notamment, autant il faudrait que ce soit le même dispositif qui soit mis en place au Katanga. Pour le reste, je crois qu'on est plutôt dans la fuite en avant. Mais il y aurait peut-être une certaine concurrence entre, d'une part, le frère de Kabila Zoé qui aimerait devenir gouverneur de cette province, je crois, et Monsieur Moïse Katumbi. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je ne sais pas si la déstabilisation de la province profiterait à l'un et à l'autre. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que Je ne dis pas à l'un ou à l'autre, mais j'entends bien. Un qui J'entends bien. Mais c'est évidemment c'est celui qui a la gestion de la province à l'heure actuelle qui est défavorisé, puisqu'on peut le soupçonner d'avoir été incapable de maintenir l'ordre et la sécurité dans sa province. Donc, il y a bien, d'une certaine manière, un clan qui pourrait tirer profit de cette situation, si tant est qu'il faille effectivement favoriser, ou en tout cas encourager le frère du président. Alors, je note une petite chose, c'est très important. On a souvent prêté l'intention à Joseph Kabila qu'il nommerait les prochains gouverneurs de province. À l'heure actuelle, ils sont élus au sein des assemblées provinciales, mais il y a eu effectivement une piste qui accréditerait l'idée qu'il y aurait une volonté de reprise en main à ce niveau-là. Nous verrons ce qu'il en sera au moment où les élections provinciales seront organisées. En même temps, vite une petite parenthèse, 3 milliards qui ont disparu des caisses de l'État provincial du Katanga, qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est pas des caisses du gouvernorat, mais plutôt le manque à gagner de la DGD. Alors, on rappelle la Direction Générale des Douanes et Accises, et c'est sur 5 ans, donc entre 2008 et 2013, c'est énorme, 3 milliards de dollars, ça représente à peu de choses près la moitié du budget de l'État, qui, il faut le rappeler, de 8 milliards 700 millions de dollars, c'est incompréhensible. Alors quand je vois le Premier ministre se vanter que le Congo peut se passer du FMI, je me dis qu'il y a un problème. Comment peut-on se passer d'une instance qui s'efforce, selon moi, et ça n'engage que moi, d'aider le pays à rectifier le tir en matière de bonne gouvernance et se satisfaire que comme ça, en 5 ans, 3 milliards disparaissent, que 98% de l'or exporté n'est pas déclaré. Je crois qu'il faut quand même à ce niveau-là se poser de sérieuses questions. Mais il est clair qu'un chiffre comme celui-là fait froid dans le dos. Et nous allons directement déjà aborder un sujet que nous aborderons plus en large la prochaine fois concernant les paradis fiscaux. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'argent qui est volé par ceux qui gouvernent actuellement. Est-ce que si demain le pouvoir changeait, on pourrait récupérer cet argent volé? Alors, les précédents... Et qui est envoyé à l'étranger. Les précédents que nous connaissons, les plus importants, que ce soit le Shah d'Iran, que ce soit Marcos, que ce soit Kadhafi ou d'autres encore, il y a eu effectivement des procédures qui ont été mises en place. Le maréchal Mobutu lui-même, d'ailleurs, avait fait l'objet d'une demande des autorités congolaises. Donc, quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, il y a eu, vis-à-vis de la Suisse, une démarche. J'en parle d'autant plus volontiers que j'avais participé à certaines de ces réunions pour récupérer. Mais en règle générale, c'est une partie marginale de la fortune qui est récupérée. Alors aujourd'hui, pour le Congo, par exemple, avec Mobutu, c'était 3 millions qui n'étaient rien du tout. C'était des milliards. Exactement, c'était une goutte d'eau. Avec le niveau de sophistication des montages financiers, les prête-noms, les sociétés offshore, etc., il est de plus en plus difficile de retracer la fortune de ces gens-là. Sauf si, en amont, il y a une négociation qui se fait. Le président Ben Ali, qui a été chassé du pouvoir il y a 3 ans, a pu quitter la Tunisie à l'époque avec environ 15 tonnes à peu près d'or selon les dires, mais l'essentiel de sa fortune n'a pas été récupéré. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là, ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible. D'accord. Deuxième point, Est de la RDC. L'ONG Oxfam craint que les opérations militaires en cours
n'entrave l'espoir de paix au Nord Kivu. Est-ce une position réaliste ou un aveu d'impuissance? Les deux, les deux. Il est clair que lorsque vous êtes dans une situation de post-conflit, que vous essayez de ramener un semblant de sérénité et de sécurité auprès des gens qui en ont le plus besoin et qu'il y a des combats qui se déroulent à la périphérie, vous ne pouvez pas mener votre travail à bien. Mais dans le même temps, est-ce qu'on doit cesser les combats pour permettre l'accès de l'aide humanitaire? Oui, mais si on arrête les combats, qu'est-ce qui se passe? Vous confortez les groupes armés à ce moment-là, et donc vous consacrez une forme d'impunité puisque vous ne vous donnez pas comme objectif de faire feu de tout bois. D'un côté, vous apportez une aide humanitaire en facilitant les organisations humanitaires, et de l'autre, vous tentez d'éradiquer la menace pour neutraliser les groupes armés. Donc je dirais que la position d'Oxfam est compréhensible, c'est la sécurité de leurs employés qui est en jeu, mais d'un autre côté, l'État doit rétablir son autorité. Mais aujourd'hui, peut-on vraiment dire que les opérations qui sont menées par les FARDC sont efficaces, ou il s'agit de la poudre aux yeux? Non, ils ne sont pas efficaces. Il y a eu tout un débat avec la MONUSCO qui s'est senti obligée à 2 reprises de monter au créneau pour essayer de rassurer Kinshasa. Je rappelle quand même que la MONUSCO a très clairement dit qu'elle avait une préférence pour les FDLR et non pas l'ADF NALU, en se rendant compte très vite que pour les FDLR, il y avait un autre problème, nous l'avons évoqué la fois passée, les familles des combattants qui vivent dans des zones géographiquement localisées. Et puis, il faut savoir que Marie Robinson, qui va se rendre le 31 janvier pour une réunion d'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba, a pris les devants en rassurant Kinshasa en disant que ne vous inquiétez pas, la brigade d'intervention sera à vos côtés contre les ADF NALU et contre les FDLR. Mais tout cela est quand même pathétique, parce qu'on voit très bien que la capacité de réaction des FRDC est extrêmement limitée, et qu'entre-temps, le gouvernement continue à communiquer sur une capacité militaire qu'elle n'a pas. Il faut faire très attention, ce qui montre bien qu'à l'heure actuelle, notre pays dépend vraiment des Nations Unies pour sa sécurité dans la partie orientale de l'RDC. Troisième point, insécurité. Les FDLR, FOCA, multiplient les actions contre les populations civiles. Ouais. Que font les FRDC et la MONUSCO? Moi, je me pose la question. C'est quand même plus de 20 000 hommes qui sont là-bas. C'est tout le même problème. Vous savez, la brigade d'intervention des Nations Unies... Et la brigade, on n'entend plus. La brigade, bon, pour l'instant, elle ratisse probablement. Bon, elle n'a pas non plus intérêt à communiquer, parce que ce serait dévoiler ses stratégies, mais c'est vrai que sur les 20 000 hommes dont nous parlons souvent, il n'y a qu'un noyau de 3 500 à 4 000 hommes qui mènent des opérations offensives. C'est la brigade d'intervention. Depuis bientôt 15 ans, parce que c'est depuis 1999 que la MONUC, puis la MONUSCO est au pays, il y a eu très peu d'offensives qui ont été menées sous le label de l'ONU. Le dernier précédent, c'est celui contre le M23. Mais à côté de ça, ne jamais oublier que la première responsabilité de Kinshasa, c'est de se doter d'une armée républicaine, restructurée, intégrée. Donc ce serait commettre une erreur monumentale que de vouloir s'appuyer sur la brigade d'intervention, qui n'est là que pour traquer, le cas échéant, des groupes armés, si tant est qu'ils soient localisés effectivement, mais après avoir tenté au préalable de les convaincre de déposer les armes. Donc Kinshasa commet une erreur monumentale en attendant que la MONUSCO fasse le premier pas. C'est à Kinshasa de prendre les devants, et on voit très bien que Kinshasa est débordé avec ce qui se passe au Katanga, dans une certaine mesure au sud Kivu, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, dans le nord Kivu, et bien évidemment dans la province orientale. Et donc par rapport à ça, j'ouvre encore une fois les parenthèses. Oui. Il y a un rapport qui est sorti, le rapport en fait de l'ONU. Tout à fait. Il a été vient d'être publié officiel, officiellement, mais cette fois-ci, il y a quelque chose d'avantageux, c'est qu'ils apportent les preuves. Donc il y a des preuves vraiment qui sont dans les annexes. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors c'est très bien, mais cela étant, ce n'est pas le premier rapport onusien où des preuves sont apportées. Et à chaque fois, ces rapports ont été, en tout cas pour ce qui est du Rwanda, ont été, disons, rejetés. Mais il faut savoir que le Rwanda a plutôt ciblé, et c'est ça qui fait que ce pays soit très mécontent, a particulièrement ciblé 2 experts dont ils avaient refusé l'accès sur le territoire rwandais
pour raison d'enquête. Là, le Rwanda ne peut plus se cacher. Il y a quand même une évolution notable, c'est que malgré sa présence au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, le Rwanda n'a pas réussi à empêcher la publication du rapport, même avec le soutien des États-Unis. Il y a eu la Russie et je crois le Nigeria qui se sont opposés. Effectivement. Alors bon, le Rwanda a réussi à manœuvrer à ce niveau-là. C'est de bonne guerre. Hein. Le Rwanda défend ses intérêts. Mais c'est une évolution notable. Mais je voudrais que l'on sorte des incantations et que l'on franchisse réellement le pas de la condamnation et de la sanction. Petit rappel, 1 minute si vous le permettez, l'envoyé spécial des États-Unis dans la sous-région des Grands Lacs, Russ Feingold, qui était à Kinshasa il y a quelques jours, a déclaré que les États-Unis s'opposeraient à toute réorganisation du M23. Oui. Et alors, ce qui serait plus cohérent et plus crédible, c'est que les États-Unis convainquent le Conseil de sécurité de condamner, de sanctionner le Rwanda et l'Ouganda, mais surtout de contraindre ces deux pays à dialoguer avec leur propre rébellion. Parce qu'il n'est pas normal que l'on impose un schéma aux Congolais et que l'on exonère ces deux pays de toute responsabilité dans ce qui se passe dans notre pays. 4e point, politique. Le président du Parlement, Aubin Minakou. 4e point, le président du Parlement, Aubin Minakou, affirme que Joseph Kabila respectera la Constitution et ne se représentera pas. Peut-on sérieusement le croire? Pourquoi Kabila n'annonce-t-il pas clairement ses intentions? Alors pour le président du Parlement, ça ne coûte absolument rien de le dire, parce que le président élu reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Comme nous ne savons pas quand l'élection aura lieu, en dépit du fait que 2016 soit dans le calendrier, je pense qu'il ne prend pas beaucoup de risques en le disant. Mais ce qui est certain, par contre, c'est que Joseph Kabila devrait clarifier sa situation. Et je pense que, contrairement à ce qu'il pourrait imaginer, lui, sa famille politique et son clan, cela contribuerait à décrisper la situation. Mais il ne le fait pas pour diverses raisons, parce qu'il pense probablement garder encore toutes les cartes en main. Ce n'est pas impossible. 2016, les élections, c'est dans 2 ans et 11 mois. C'est très loin, très très loin. Même si les élections devraient se tenir normalement entre septembre et octobre, il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc là, nous sommes effectivement dans une sorte de jeu de communication, mais nous verrons comment les choses évolueront. Mais par rapport à ça, je tiens quand même, il faut encore qu'on ressouligne une nouvelle fois. Bien sûr. Si le MLC et les pro-Kengo, qui sont toujours avec le pouvoir, mais qu'on présente, je ne sais sur base de quoi, comme des opposants, alors qu'ils ont partagé le pouvoir avec Kabila depuis un certain temps, si eux rentraient dans le nouveau gouvernement, je crois qu'on irait au-delà de 2016. C'est une quasi-certitude, effectivement, parce que une fois que l'opposition, je parle de cette opposition-là, hein, que je qualifie plutôt de complaisante à l'égard du pouvoir, mais qui fait de la politique, pas oublier non plus l'essence d'un parti politique, c'est d'exercer le pouvoir, donc on ne peut pas leur reprocher de faire alliance avec Joseph Kabila, c'est de bonne guerre, ils font de la politique, c'est normal. Mais je pense que l'exercice et l'appétit du pouvoir fera que, vraisemblablement, la période de transition qui pourrait démarrer d'ici le mois d'avril 2014 puisse effectivement s'étendre au-delà de 2016. On en a évoqué quelques raisons, peut-être en rappeler 2. Il y a bien évidemment la difficulté pour la CENI de respecter le calendrier électoral. Il faudra réunir les fonds nécessaires, ça prendra du temps. Il y aura bien évidemment le recensement qui, selon moi, débordera. Et puis il n'y a pas à exclure non plus la dégradation du climat sécuritaire. Tout ce qui pourrait permettre à Joseph Kabila de prolonger son bail tout en faisant l'économie d'une révision constitutionnelle. Voilà. 5e point. 5e point. Le Premier ministre belge, Elio Di Rupo, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, ont émis le vœu de se rendre prochainement à Kinshasa. À quoi doit-on ce réchauffement des relations entre Bruxelles et Kinshasa? Je dois dire qu'à ce sujet, Bruxelles a affiché une forme de bienveillance à l'égard de Kinshasa ces derniers mois, même lorsque la situation était délicate, à la fois pour le gouvernement et pour le régime. C'est-à-dire que lorsque d'autres condamnaient ce qui se passait au Congo, la Belgique était plutôt
dans une critique dite constructive. Alors, une autre raison à cela, c'est que depuis l'entrée en lice du M23 en mai 2012, la Belgique a toujours été aux côtés des autorités congolaises, jouant notamment un rôle que beaucoup reconnaissent d'ailleurs à la diplomatie belge, pour la rédaction de la résolution 2098, adoptée le 28 mars 2013. Il y a aussi le fait que... C'est quoi cette résolution? Alors cette résolution institue notamment la brigade d'intervention suite à la demande qui avait été formulée le 24 février 2013 à Addis Abeba pour que l'on puisse doter la MONUSCO d'une force offensive. Et dans cette même résolution, il était prévu effectivement que dans le mandat de la MONUSCO, il y ait notamment la traque préventive des groupes armés. Et donc la Belgique a joué son rôle. D'ailleurs à l'époque, il était question que l'on désigne un envoyé spécial des Nations Unies. Il y avait notamment la Belgique qui avait posé sa candidature, mais finalement c'est Mary Robinson qui a été désignée à ce poste-là. Alors il y a une dernière raison, c'est que comme Bruxelles a été plutôt mis de côté en termes de discussion, de négociation entre Kinshasa et le M23, eh bien, il y a une volonté de revenir au devant de la scène. Ça a commencé avec notamment la coopération bilatérale, qu'elle soit militaire ou dans d'autres secteurs, où là, la Belgique n'a jamais fléchi en la matière, augmentant même par l'enveloppe généralement allouée à la RDC, une enveloppe qui se situe entre 180 millions et 250 millions d'euros annuels. Donc, le Congo reste le premier partenaire de la Belgique et son partenaire privilégié. Et c'est aussi, il faut bien le dire, le seul pays au monde où la Belgique peut jouer à la grande puissance. Et qui la valorise aussi, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Malou Malou était ici il y a de ça quelques semaines pour, j'imagine, obtenir un soutien de la Belgique. Une question. Oui. Pourquoi toujours, avant que le président de la CENI fasse quelque chose, il doit être reçu en Belgique? Y aurait-il des instructions qu'on lui donne en Belgique? Parce que ce n'est pas la première fois, et nous le voyons, et il est toujours reçu en grande pompe. Tout à fait. Lors d'une manifestation, il y a 3 ans, je crois, quand Ngoï Moulounda était là, nous avons été empêchés de manifester et avait vraiment une protection. On dirait quasiment que c'était le président Obama qui était là. À quoi est dû il y a une première chose. Cette complicité que nous connaissons déjà? Il y a une première chose, c'est que c'est une société belge qui a fourni les kits électoraux pour 2006. ZS. De fraude qui ont eu lieu. Oui, si vous le dites, ZS en tout cas. Il est clair que les élections de 2006 et 2011 n'ont pas été transparentes, loin de là. Et donc, c'est une société belge, ZS. Alors, une société de cette nature, qui obtient un contrat de cette nature, forcément, vous avez des ramifications politiques. À partir de là, il y a une forme de fidélisation, de rapprochement, de connivence entre les deux pays. Souvenez-vous, lorsqu'il fallait pourvoir au remplacement de Ngoï Moulounda à la tête de la CENI, nous avions entendu que le candidat de la Belgique serait l'abbé Malou Malou. Il a été désigné. Il est vrai que Malou Malou bénéficie de soutien important ici en Belgique. Et l'idée pour la Belgique de pouvoir, d'une certaine manière, piloter ou copiloter le processus électoral congolais, c'est quelque chose évidemment qui valorise la Belgique vis-à-vis de ses partenaires européens. Mais c'est aussi pour la RDC, ça c'est du point de vue du gouvernement, un certain avantage puisque la RDC peut compter sur la Belgique, membre de l'Union européenne, pour convaincre ses partenaires européens de la nécessité de mettre la main à la poche pour financer le scrutin électoral, donc le cycle électoral. Voilà une des raisons pour lesquelles les Belges d'origine congolaise doivent s'impliquer dans la politique pour avoir un œil sur ce qui se passe, ceux qui ont vraiment le souci de leur pays d'origine. Pour aujourd'hui, je vous remercie et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Personally, personally.
Esprit Voyageur, une agence de transport de personnes. Esprit Voyageur pour tous vos déplacements professionnels, personnels, seuls ou en famille, avec des horaires précis. Esprit Voyageur est là pour vous servir. Esprit Voyageur, partons ensemble.